C'est l'histoire des donneurs sans frontières. Cela commence il y a 1 an dans un café de Gaza. C'est l'après-midi, il fait chaud et le ventilateur vétuste ne parvient ni à chasser les mouches ni à rafraîchir l'atmosphère. Sous l'œil morne d'un patron grassouillé, ils sont plusieurs à jouer aux cartes devant un thé à la menthe. Marwan Abdellallah est de ceux-là, de taille moyenne, les crânes déjà bien dégarnis, il a la trentaine, mais en paraît plus. De toute évidence, ce n'est pas la passion de jeu qui l'a conduit là. Il ramasse et abat ses cartes distraitement avec ses amis chômeurs comme lui. Au fond de la salle, un vieux téléviseur est branché sur une chaîne israélienne que personne n'écoute. Tu aurais dû jouer à tout. Par moments, une voix se lève pour commenter un coup. Mais c'est pour faire semblant, pour s'occuper, et surtout pour ne pas parler d'autre chose, c'est-à-dire de politique. La politique, Marwan Abdellallah est loin d'y être indifférent. Il en discute, mais uniquement à la maison. Lui est pour Arafat et le processus de paix, tandis que son frère Ghassan appartient au mouvement extrémiste Hamas. Eh bien, Marwan, qu'est-ce que tu attends? C'est à toi de jouer. À la télévision, qui est là, qu'en fond sonore et que personne n'écoute, une voix de femme a remplacé celle de présentateur des actualités israéliennes. Le ton est bouleversé, pathétique. Or, Marwan comprend et parle parfaitement l'hébreu. Marwan Abdellallah fixe le téléviseur. La femme a son âge, elle est au bord des larmes. Mon prénom est Myriam, dit-elle. J'habite Jérusalem, s'il vous plaît. Ma fille Sarah a 11 ans, elle est malade depuis 1 an, elle a besoin d'un rein. Si un donneur ne se présente pas rapidement, elle va mourir. Vous pouvez téléphoner à la télévision qui transmettra. Eh bien, Marwan, tu joues? Plus que le désespoir de la femme, c'est un chiffre qui l'a frappé. 11 ans. Or, 11 ans est aussi l'âge de sa fille Leila. Dans la région, en raison des attentats, de l'état de guerre permanent, des problèmes de dons d'organes est crucial, il le sait bien. Et si c'était l'inverse qui s'était produit? Si le malheur s'était glissé dans sa maison, s'il avait choisi de frapper innocent de Gaza au lieu d'une innocente de Jérusalem, une Leila au lieu d'une Sarah? À tout, tu aurais dû jouer à tout. Mais Marwan ne réplique pas. Marwan n'entend pas. Sa décision est prise, il n'en parlera à personne. Un peu plus tard, d'une cabine, il appelle la télévision. On lui passe la mère de Sarah. Qui êtes-vous? Il hésite un instant. Pour la première fois, il a peur. L'intolérance existe de 2 côtés. Et si cette femme juive refusait son rein parce que c'est celui d'un arabe? Quel démenti pour ses idées qu'il veut optimistes et généreuses, et quelle humiliation pour lui. Il se jette à l'eau. Un Palestinien, madame, un Palestinien de Gaza. Le silence qui suit cette phrase lui semble durer une éternité, puis sa correspondante éclate en sanglots. Merci, que le bon Dieu vous bénisse, merci. 2 jours plus tard, Marwan accompagnait la mère à l'hôpital de Hadassah pour rencontrer le chirurgien et Sarah. L'opération s'est admirablement déroulée et aujourd'hui, 1 an plus tard, la petite bénéficiaire et le donneur se portent bien. Sur le plan politique, tout ne s'est pas aussi bien passé loin de là durant cette année. Mais tous les désaccords, tous les crimes du monde ne changeront rien à cette évidence. Dans une maison de Jérusalem, il y a une petite fille qui est vivante alors qu'elle aurait dû mourir, et pas si loin de là, dans un café de Gaza, il y a un homme d'une trentaine d'années, au crâne déjà bien dégarni, qui joue aux cartes pour passer le temps avec un rein en moins, un très grand espoir en plus.
Maman, réveille-toi. C'est l'histoire de Carole Tissier, infirmière dans un grand hôpital parisien. Ce jour de janvier 1996, elle se trouve, comme d'habitude, dans la salle de réanimation. C'est un accident de la route, une jeune femme de 25 ans. Seule, dans une pièce équipée d'un appareillage sophistiqué, la blessée est plongée dans un coma profond. Tout autour d'elle, des écrans sur lesquels s'inscrivent des graphiques ponctués de bip, bip, bip. Carole Tissier est là pour surveiller et donner l'alerte en cas d'incident. Ce n'est pas un destin ordinaire que celui d'Odile Gallois qui gît dans le coma. 3 mois plus tôt, Roger, son mari, était parti en voiture faire quelques courses avec ses parents à elle. Elle était restée pour garder le bébé et puis un coup de sonnette, la police. Mort. Oui, ils étaient morts tous les 3. À 25 ans donc, Odile était veuve, orpheline, avec Alexandre, son fils de 18 mois. Alexandre, c'est justement pour lui, pour le conduire chez sa nourrice, qu'un mois et demi après l'accident, surmontant une peur bien compréhensible, qu'Odile a pris sa voiture. Et c'est après avoir déposé Alexandre qu'il s'est produit le second drame. La route est très glissante, Odile fait une fausse manœuvre, elle s'encastre sous un camion. Mais pour Carole Tissier, l'infirmière, ce n'est pas le pire. Tout cela pourrait s'appeler la fatalité. Non, le pire, c'est ce qu'a dit le médecin en examinant la blessée. Aucun centre n'est atteint gravement. Si je pouvais l'opérer, dit-il, j'aurais toutes les chances de succès, mais son coma est trop profond et surtout, elle ne lutte pas, elle se laisse mourir. Alors Carole se révolte. Cette femme, on pourrait la sauver, à condition de déclencher en elle quelque chose, un choc, un déclic. Mais quoi? Elle se penche sur elle. Madame, écoutez-moi, il ne faut pas renoncer, il faut vivre, vivre. Peine perdue. Seul le bruit régulier de l'appareil respiratoire lui répond. La nuit est maintenant tombée. Carole Tissier sursaute, sa collègue vient d'entrer dans la salle pour la remplacer. Carole lui adresse un bonsoir machinal et puis, soudain, s'immobilise. Il y a peut-être un moyen de sauver cette malheureuse. Le mari et les enfants de Carole attendent à la maison, mais peu importe, elle les préviendra plus tard. Elle court à la réception de l'hôpital. Odile Gallois, la jeune femme qui est en réanimation, vous savez où est son bébé? Oui, chez sa sœur. La sœur d'Odile est chez elle. Et c'est bien elle qui garde Alexandre. On entend même les cris de l'enfant. L'infirmière se présente brièvement et pose de but en blanc cette question déconcertante. Avez-vous un magnétophone? Oui, mais pourquoi? Pour enregistrer le bébé, c'est que j'allais lui donner le biberon. Justement, ce sont ces cris que je vais enregistrer. Ces cris. Et 1 heure plus tard, Carole Tissier se retrouve à l'hôpital. Devant sa collègue de nuit, stupéfaite, elle place sur l'oreiller d'Odile une petite boîte noire. Elle appuie sur le bouton et des cris, des pleurs d'enfants s'élèvent. Ils remplissent bientôt toute la pièce. « Maman, maman !» La collègue de Carole a compris. Elle retient son souffle. Et, soudain, la blessée a une réaction. Oh, presque rien. Elle tourne légèrement la tête comme pour chasser quelque chose qui la dérange. Mais déjà, toutes les deux savent que c'est gagné. En effet, Odile Gallois est opérée dès le lendemain matin et 1 mois plus tard, elle sort de l'hôpital totalement guérie. À l'infirmière dont elle a appris le rôle joué dans sa guérison, elle demande « Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous donné tant de peine pour moi ?» Carole l'explique simplement « Faut-il avoir une raison pour aider son prochain ?» «
L'histoire d'aujourd'hui tourne autour d'un mouton. Cela se passe dans une cité HLM des banlieues, une de ces cités difficiles aux murs gris et tagués. Malika Kourigba est une jeune Marocaine qui vient de s'installer là avec son mari et sa fille. Auparavant, ils vivaient dans une autre cité HLM, mais plus petite, où les rapports entre les gens étaient beaucoup plus détendus. C'était né là donc, comme des traditions après le ramadan, pour la fête de l'Aïd el-Kébir, les Kourigba font rôtir un mouton. Une odeur de viande grillée emplit bientôt la cage d'escalier. Leurs voisins, les Lemerciers, viennent tambouriner à la porte. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est le mouton pour la fin de Ramadan. Une bordée d'insultes racistes, tel est le commentaire des Lemerciers. La fille marocaine présente des excuses, mais les vociférations des autres redoublent. Les années suivantes, pour l'Aïd el-Kébir, les Kourigba s'égarent bien de griller le moindre morceau de mouton, n'importe. Ce sont encore et toujours de la part de leurs voisins les mêmes injures, les mêmes menaces. Les Lemerciers sont les mauvais coucheurs de l'immeuble. Personne ne les aime. Le père, comme tant d'autres, est au chômage. La mère est caissière au supermarché de la ville. Tous deux boivent beaucoup et ne cessent de se chamailler et de chercher querelle aux voisins. Dans ces conditions, leur fils Jean-Luc a bien de mérite à ne pas être un voyou. Il travaille même correctement à l'école. Août 1996. Il fait très chaud. Jean-Luc est seul à la maison. Son père traîne au bistrot comme d'habitude et sa mère est à sa caisse au supermarché. Il peut s'en passer des choses dans une tête d'enfant abandonnée à lui-même. Jean-Luc, de haut de ses 10 ans, décide d'aller fouiller dans la boîte à outils. Il l'ouvre, la scie électrique tout de suite le fascine. Ça, c'est une merveille. Ça ronfle et ça coupe tellement bien. Il a tout fait de brancher la prise, d'appuyer sur le bouton et c'est le drame. Le gamin vient de se sectionner l'index de la main droite. Ces cris de douleur alertent Malika, la Marocaine. Elle réagit avec une grande présence d'esprit. D'abord, elle fait un pansement pour stopper l'hémorragie, puis elle va à son réfrigérateur, remplit des glaçons un sac en plastique et, comme elle l'a vu faire dans une émission télévisée, elle entoure avec précaution le doigt coupé de l'enfant. Il lui faut à présent trouver une voiture. Elle court chez ses voisins de dessous, des Marocains eux aussi. Le mari est chômeur et se trouve à la maison. Ils se connaissent bien, ils sont amis. Malika lui explique rapidement la situation, mais elle voit le visage de l'homme se fermer. « Je ne vais pas me déplacer pour ces gens-là. » Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de leur fils. « Désolé, ça ne me regarde pas, dit-il. »